Le nucléaire, c'est à la fois un sujet hautement technique, mais aussi hautement politique. Donc, ces deux casquettes, ça va nous être utile pour cette discussion. Et hier, tu m'as alerté du discours d'Emmanuel Macron, puisqu'il était en déplacement au Creusot, dans une usine qui fabrique à la fois de l'uranium pour les centrales, qui enrichit de l'uranium à la fois pour l'usage civil et militaire. Et donc, j'ai filé regarder ce discours présidentiel. Et ce qu'on a décidé ensemble de faire, c'est on va utiliser ce discours du président comme fil conducteur. Ça va nous permettre de faire les allers-retours entre ce qu'a dit le président, les points qui ont été soulignés dans le livre de La Parisienne libérée, et puis toi, tout ce que tu vas pouvoir nous apporter également pour bien comprendre ce sujet. Et donc, je le disais, 2 lives sur le nucléaire, le premier avec toi, et le deuxième, il aura lieu, alors je n'ai pas encore la date à vous donner, mais il aura lieu avec Christine Fasser. Je ne sais pas si tu la connais, Mathilde. Christine Fasser, elle est socio-anthropologue, elle est spécialiste de la question des risques, et de 2012 à 2020, elle a coordonné le projet, alors j'ai pas noté Shizine, je suis pas sûre, enfin en tout cas c'est le projet de recherche sur les conséquences éthiques, sociales et politiques de l'accident nucléaire de Fukushima. Et donc, elle travaille aussi sur la question de risque, de confiance. Et donc, ça va là aussi apporter un autre regard, une nouvelle perspective sur cet enjeu du nucléaire. Voilà. Les présentations étant faites, on va pouvoir s'y mettre. D'abord, j'avais 2 questions pour qu'on te connaisse un peu mieux, Mathilde. Ça veut dire quoi être économiste de l'énergie ? Alors, ça veut dire que, très simplement, j'ai fait un master en économie de l'énergie, c'est-à-dire un master en fait qui travaille sur l'économie à la fois de l'énergie, de l'environnement et des transports. Et moi, donc, spécialisée plutôt sur les questions énergétiques. Donc, ça veut dire en fait pas s'intéresser à l'énergie, mais du point de vue plus économique que technique. Et donc, j'ai l'autre volet ingénierie où on s'intéresse là à la technique. Ouais. Et sur le volet technique, tu travailles, je ne sais pas où tu en es de tes travaux de recherche sur les enjeux aussi d'acceptabilité autour du mix énergétique et de la transition. Tout à fait, oui. En fait, je fais une thèse actuellement, je suis en 3e année de thèse, donc au début de la fin, on va dire, sur les questions des scénarios de transition énergétique et comment on peut intégrer les questions sociales en fait dans ces scénarios de transition énergétique qui sont d'habitude plutôt avec un focus très technico-économique. Et donc là, on s'intéresse à comment sont perçus les projets, qu'est-ce qui fait qu'il y a des gens qui sont contre certains projets, des choses comme ça. Très bien. Donc on va avoir l'occasion d'en parler parce que forcément on va parler de mix énergétique, mais aussi et peut-être plus surtout de mix électrique. Et l'autre question que je voulais te poser, donc tu es co-responsable de la commission énergie d'Europe Écologie Les Verts. C'est quoi la vocation de cette commission ? Alors, la vocation des commissions d'Europe Écologie Les Verts, de façon générale, c'est un peu de définir la ligne politique du parti sur le sujet, donc en l'occurrence sur l'énergie. Et donc, ça veut dire en amont aussi analyser l'actualité et se concentrer sur des projets de loi ou des projets régionaux concernant l'énergie et en faire une analyse. Et là, par exemple, dans des événements comme hier, par exemple, c'est intéressant de pouvoir regarder le discours et l'analyser pour pouvoir proposer une réaction ensuite en interne et en externe du parti. Très bien. Eh ben, on va contribuer à cette réflexion puisqu'on va analyser ce discours. C'est parti. Je te propose qu'on y aille. Alors, j'ai pas fait du mot à mot sur ce qu'a dit le président hier. En tout cas, parmi ses premiers mots, il a dit il y a 4 ans. Donc c'était en 2016, il y avait la polémique sur la filière et des doutes. Et ces doutes, forcément, la Parisienne libérée, dans son livre Le nucléaire c'est fini, elle en parle puisque elle nous rappelle qu'en 2016, ça a été une année importante puisque au niveau international, elle a été marquée par la faillite de Westinghouse, qui était la plus grande boîte, le plus grand constructeur de réacteurs nucléaires au monde, qui a fait faillite, alors qu'elle a été depuis racheté ou en partie en tout cas racheté par un fonds d'investissement canadien, je crois. Donc il y a eu cette faillite.
Et quand on sait que l'ensemble des réacteurs en France ont été fabriqués par Westinghouse, ça questionnait. Et puis 2016, 2015, 2016, c'était aussi la faillite de Areva. On a pu voir des coupures de presse que j'avais relevées pendant la lecture partagée, que ce soit les Échos, Le Figaro, France Info, qui relevaient tous en fait cette faillite cachée, pièce à conviction Areva, les secrets d'une faillite. L'État recapitalise Areva, la faillite d'une ambition nucléaire. Donc ça a été un moment de trouble. Est-ce qu'aujourd'hui, l'industrie nucléaire, c'est une industrie qui est viable économiquement? C'est une industrie, je pense qu'il y a beaucoup perdu, en tout cas en connaissance industrielle. C'est-à-dire que on a su faire des réacteurs nucléaire pendant très longtemps. On en a fait beaucoup en fait au début des années, entre 75 et 90, on va dire. On en a fait beaucoup en chaîne. Et en fait, comme on n'en a plus fait du tout, je pense qu'on a beaucoup perdu les compétences. Et donc, ce qui veut dire que les nouveaux projets nucléaires ont beaucoup du mal à sortir de terre et sont donc beaucoup en retard et coûtent très cher. Et donc, je pense qu'il y a un vrai sujet sur l'avenir du nucléaire en France, en tout cas en termes économiques. Et c'est vrai que cette question des savoir-faire, ça m'a étonnée parce que ça, c'est arrivé en conclusion du discours hier d'Emmanuel Macron. Il disait, oui, les savoir-faire qui se perpétuent, qui se transmettent. Et comme tu l'as dit, entre 1990 et le début de la construction de l'EPR de Flamanville, la France n'a plus du tout construit. Donc, quasiment en 30 ans, en tout cas un peu moins de 30 ans, les gens, les ouvriers, les techniciens, les ingénieurs qui étaient là en 80, 90, aujourd'hui, ils sont plus sur le terrain. Et ça pose de véritables soucis à la filière. On sait qu'en Chine, eux, ils ont pu continuer en fait à construire des réacteurs depuis qu'ils sont lancés aussi dans cette filière nucléaire. En France, on a un véritable souci. Et d'ailleurs, c'était la Cour des comptes, je crois, qui avait relevé que la filière du nucléaire français avait reçu depuis sa création plus de 200 milliards de fonds publics. Donc on a une industrie excessivement, en tout cas très subventionnée. Oui, après, en fait, c'est le cas de beaucoup de filières dans l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, de façon générale, est quelque chose qui est extrêmement subventionné. Mais effectivement, c'est le cas du nucléaire. Et c'est pas que le nucléaire français. C'est-à-dire qu'en fait, tous les EPR, c'est-à-dire le nouveau nucléaire qu'on a essayé de faire, subissent ce problème de retard et de surcoût sur la production, que ce soit en Finlande ou en Angleterre avec Hinkley Point, dont il a parlé, dont Emmanuel Macron a parlé hier aussi. Et qui coûte très cher finalement en sortie et plus cher que les énergies renouvelables. Ouais. Sur la question de la Chine, c'est encore différent en fait parce que la Chine a une politique énergétique qui est de dire on développe toutes les énergies en parallèle. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup de nucléaire, mais ils ont fait pas mal de charbon aussi et ils font beaucoup d'énergie renouvelable. C'est-à-dire qu'ils développent tout et c'est les premiers consommateurs et les premiers producteurs de beaucoup d'énergie. Alors, vu que tu soulignes ce point, je pense que c'est intéressant parce que le président hier a présenté 3 grandes convictions. La première, c'était l'avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire. Et il a dit, quand il développait un peu cet argument, que il n'était pas partisan du tout nucléaire. Alors pour le coup, ça c'est pas de son fait, mais la France, on est le seul pays au monde à avoir mis pour la production d'électricité tous nos œufs dans le même panier, en fait. Alors que pas le seul pays, parce que la Suède, en fait, a un mix électrique assez comparable au nôtre, c'est-à-dire avec beaucoup de nucléaire. La différence de la Suède, c'est que eux, ils ont un peu plus d'hydraulique et surtout qu'ils s'appuient beaucoup sur les réseaux de chaleur, alors que nous, on a développé plus l'électrique, en fait, pour se chauffer ou le gaz, et eux, ils utilisent d'autres méthodes donc en réseau, donc éventuellement avec le bois et des sources thermiques. Donc mais c'est quand même très nucléarisé en Suède aussi. Mais c'est un des rares. Un des rares.
Ouais, pays avec la France. Ouais. Et justement, je veux bien qu'on fasse un petit point vocabulaire. Est-ce que tu peux expliquer ce qu'est le mix énergétique et ce qu'est le mix électrique pour que ça soit bien clair pour tout le monde parce qu'il peut y avoir des confusions parfois. Alors, le mix énergétique, c'est donc tout ce qui sert à des usages énergétiques. Donc, ce qui peut servir à se chauffer, transporter, après, il y a aussi les usages résidentiels, de cuisson, etc. Les usages industriels qui font partie des besoins énergétiques. Et puis, enfin, fournir l'électricité. Quand on parle du mix énergétique, on parle de toutes les sources d'énergie qui sont utilisées pour utiliser ces besoins. Donc, notamment, en fait, là, on parlait de l'importance du nucléaire. En fait, la première source d'énergie utilisée en France, c'est le pétrole. C'est pas le nucléaire. Par contre, sur le mix électrique, c'est toutes les sources d'énergie qu'on utilise pour produire l'électricité. Donc en France, on a environ 70% de nucléaire et puis après 10% d'hydraulique, un petit peu de charbon encore et quelques autres énergies renouvelables. Ouais. Et si on compare par exemple avec l'Allemagne, en 2018, son mix électrique, les énergies renouvelables, on est déjà à 40%. Et qui dépasse... Alors, en production en tout cas. Et on pense qu'en 2020, on attend encore la confirmation, on pourrait atteindre plus de 50% sur la production électrique de renouvelables en Allemagne. Et alors, il y a un chiffre que tu as évoqué, donc dans le mix électrique français, 70%, c'est à peu près la part du nucléaire. Et si on ramène en fait la part de l'électrique dans le mix énergétique, finalement, on n'est plus que sur 17 à 20%, je crois, de l'ensemble des énergies. Donc, ça permet aussi de relativiser en fait, finalement, la part du nucléaire dans tous les enjeux énergétiques qui sont concernés par la transition énergétique. Oui, tout à fait. De mémoire, le nucléaire, c'est 17% du mix énergétique actuellement. Alors, un des arguments forts qu'a rappelé d'ailleurs Emmanuel Macron hier, aussi assez tôt dans son allocution, c'est la question de l'intermittence. Puisque on dit, alors le on, je sais pas dire qui, mais je veux savoir si c'est vrai ou si il y a aussi un peu de mythe autour de ça, que l'électricité nucléaire en fait est la seule qui soit non intermittente et qui est pilotable. Qu'est-ce que ça veut dire et est-ce que c'est la réalité? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'une énergie soit pilotable ou non, intermittente ou non? En fait, le fait d'être pilotable, c'est que on peut adapter l'électricité qu'on produit quasiment à l'instant T. Après, il y a des petits délais selon s'il faut démarrer une centrale ou non, et puis elles sont pas toujours hyper réactives. Donc ça, c'est pour la pilotabilité. Et l'intermittence, c'est le fait que l'énergie n'est pas tout le temps disponible. Donc par exemple, une éolienne, s'il n'y a pas de vent, elle ne peut pas tourner, donc elle ne peut pas produire d'électricité. Donc après, dire que le nucléaire est la seule énergie décarbonée pilotable ou non intermittente, je pense que c'est vrai que c'est non carboné. Après, on peut aussi s'intéresser à l'hydraulique, par exemple, une partie de l'hydraulique est pilotable, mais après, c'est pareil, ça dépend de comment on construit les barrages ou comment on construit les centrales pour savoir si c'est très décarboné ou un peu décarboné. Mais globalement, c'est pas faux de dire que le nucléaire est une énergie très peu carbonée et pilotable. En tout cas, c'est sur la partie uniquement CO2 et émissions de gaz à effet de serre, c'est beaucoup plus vertueux, par exemple, qu'une centrale à charbon ou même à gaz. Il y a un point que souligne la Parisienne libérée dans son livre Le nucléaire c'est fini, c'est que en gros elle dit avec le changement climatique, l'intensité des phénomènes de pluie donc qui provoquent des inondations ou les moments de sécheresse, que le nucléaire va devenir de plus en plus intermittent puisque vu le positionnement des centrales, le nom de fleuves ou sur les côtes, les centrales vont être confrontées à des intempéries
plus fréquentes et plus intenses, et que ça va obliger plus fréquemment en fait à stopper les réacteurs pour pouvoir gérer les situations. On se rappelle du Blayais il y a quelques années où l'impossible inondation a finalement eu lieu. Et puis il y a aussi, je sais plus son prénom, le physicien Laponche. Bernard Laponche. Bernard Laponche qui disait dans l'avenir, en fait, avec la baisse des cours d'eau, des fleuves, les centrales qui sont positionnées à ces endroits, leur viabilité, elle peut être posée. En tout cas, la question de leur viabilité peut être posée. Toi, quel regard tu as avec tout ce que tu regardes sur ces questions, le climat et la viabilité des centrales là où elles sont? Alors c'est compliqué parce qu'on n'a pas forcément toujours des sources hyper certaines sur ces sujets-là, mais ce qui est sûr, c'est que en fait, il y a énormément de normes par rapport aux centrales nucléaires et notamment des normes de rejet de l'eau, parce qu'en fait, en gros, une centrale nucléaire, c'est chauffer de l'eau, quoi. Ouais, c'est une bouilloire, c'est ce que c'est ça. Mais c'est le fonctionnement de toutes les centrales thermiques. En fait, ce qui dépend, c'est comment on fait chauffer de l'eau, en gros. Les spécialistes du nucléaire me diront que c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais c'est pour schématiser. Et donc, ça veut dire qu'on rejette de l'eau chaude. Et donc, c'est aussi pour ça que les centrales nucléaires sont à proximité des cours d'eau. Et donc, notamment, quand il fait très chaud, c'est compliqué de rejeter de l'eau encore plus chaude dans les centrales. Et donc, ça peut amener à une baisse de régime des centrales, voire un arrêt de temps en temps, même si on évite d'arrêter les centrales parce qu'après, ça peut être très long de les redémarrer. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu moins disponible. Et effectivement, il y a aussi ces questions de quels sont les risques naturels qui peuvent affecter les centrales qui n'ont pas été prévus il y a 40 ans au moment où elles étaient produites parce qu'on avait moins la conscience qu'il allait y avoir de la montée des eaux, par exemple. On peut penser aussi à Fessenheim qui a été arrêté aussi entre autres parce que c'était sur une faille sismique. C'est une faille sismique qui est pas tout le temps, qui est assez peu active, mais quand même ça pose la question aussi des risques qu'on est prêt à prendre ou non sur cette énergie. Ouais, le risque, on en reparlera un peu plus tard. Est-ce que à ta connaissance, justement, il y a des labos de recherche qui travaillent sur cette question de l'impact du changement climatique sur les centrales et donc indirectement sur la production d'énergie nucléaire? Je suis pas sûre, mais je sais que l'IPSL a fait des travaux de ce type sur. Alors IPSL, faut qu'on l'IPSL qui est un institut français sur le changement climatique et je sais même pas le vrai nom en français, mais donc qui a travaillé sur ces questions-là de disponibilité des énergies renouvelables en gros, dans le futur, est-ce que les conditions météorologiques changeantes peuvent affecter la disponibilité des énergies renouvelables? Donc, je suppose qu'ils ont pu mener le même type de projet sur le nucléaire. En tout cas, ça doit exister, mais c'est vrai que je n'ai pas plus regardé que ça, ces questions-là. Ouais. Il y a un point aussi qu'a utilisé comme argument Emmanuel Macron hier, c'est de dire le GIEC a lui-même reconnu que le nucléaire faisait partie du mix énergétique d'avenir. Alors j'ai pas eu le temps d'aller me replonger dans les rapports du GIEC, mais en tout cas moi ce dont j'avais le souvenir, c'était que le GIEC disait le nucléaire est une énergie de transition. Il disait pas c'est une énergie d'avenir pour le mix énergétique. Donc je voulais avoir ton regard là-dessus. Alors donc le GIEC qui est le panel international d'experts sur le climat, déjà, il ne dit rien. Il fait non, mais c'est important. Il fait la synthèse de ce qui existe et des travaux de recherche qui existent. Alors, il me semble que ce qu'a dit Emmanuel Macron, c'était plutôt sur la partie du fait que c'est décarboné. Et en effet, dans le dernier gros rapport de synthèse, donc on appelle l'AR5, qui est sorti il y a quelques années maintenant, ils font un point sur les différentes émissions de gaz à effet de serre, les différentes technologies, et sur le nucléaire, en gros, ça va
de 7 à 110 kilos de CO2, enfin d'équivalent CO2 par kilowattheure, en sachant que la médiane est de 12. C'est-à-dire que sur 50% des études, plus 50% des études sont en dessous de 12 grammes, alors que sur des centrales à charbon, on est plutôt de l'ordre de plusieurs centaines. Donc c'est vraiment pas beaucoup par rapport aux énergies thermiques. Et selon les énergies renouvelables, on est à peu près aux mêmes valeurs pour l'éolien et un peu au-dessus pour le solaire, par exemple. Et après, il y a tout un sujet sur le rôle du nucléaire dans les scénarios dont le GIEC fait la synthèse. Et là, donc moi, c'est mon travail de recherche de faire des scénarios. En fait, il faut savoir que, en gros, quand on fait des scénarios, selon le type de scénario, on va proposer des technologies déjà existantes et des possibilités de technologies qui vont exister dans le futur. Et on le propose et on lui donne un objectif, une contrainte, par exemple, de neutralité carbone ou d'augmentation de 1,5 ou 2 degrés de la température moyenne. Et après, en tout cas, moi, les modèles sur lesquels je travaille font un optimum, font une optimisation d'un calcul de coût, par exemple. Ils essayent de trouver la transition qui va coûter le moins cher. En sachant que sur tout ça, on fait des prévisions de coûts, on fait des prévisions de demande, donc c'est très incertain comme travail, mais on ne fait pas ça pour dire la vérité, on fait ça pour dire, enfin, voilà les chemins possibles. Et c'est vrai que la plupart des scénarios, quand on leur dit rien, proposent du nucléaire. Proposent du nouveau nucléaire, proposent pas de fusion, parce qu'en fait, on n'a pas de scénario qui voit assez loin dans le temps, mais en tout cas, du nouveau nucléaire, ça arrive dans plusieurs scénarios, et y compris sur les scénarios français. Mais par contre, ce qui se fait pas tout le temps, mais c'est de dire, en fait, on peut regarder qu'est-ce qui se passe si on met la contrainte de ne pas faire de nucléaire. Et ça, mais comme on pourrait mettre tout autre type de contraintes sur plein d'autres technologies, et donc il y a certains de ces scénarios qui existent. Le CRIRED en a sorti un il y a une dizaine de jours. L'ADEME en avait sorti un autre en 2016, je crois, il y a 2015, voilà. Après, il y a le scénario négawatt, mais qui n'est pas sur les mêmes types de calculs, mais qui est plus ancien, mais qui n'est pas trop sur du calcul d'optimisation. Et puis, Emmanuel Macron aussi annonçait qu'il avait demandé un rapport à l'Agence internationale de l'énergie et à RTE, qui est le réseau de transport de l'électricité en France et qui a un département prospectif sur cette question de beaucoup d'ENR. Il a parlé d'un haut taux d'ENR, peut-être 98%. Ouais. Donc en fait, le travail, c'est d'explorer les choses, de dire est-ce que c'est possible déjà et sous quelles hypothèses ce serait éventuellement possible d'avoir 100% d'énergie renouvelable. Le CRIRED dit que c'est possible avec des hypothèses de consommation qui sont par exemple beaucoup moins drastiques que les hypothèses de mégawatts. Et donc c'est un truc qui est faisable. Après, c'est un choix politique. Oui, c'est ça. Et en tout cas, pour revenir sur le scénario du CRIRED, là, parce qu'ils ont organisé un webinaire et c'était hyper intéressant. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu, alors je suis pas du tout une scientifique, mais ce que j'ai aimé dans leur démarche, c'est aussi de savoir que leurs travaux, les résultats sont publiés dans une revue qui s'appelle Energy Journal, je crois. Et c'est un journal avec un comité de lecture indépendant qui pose des questions, qui va titiller là où ils ont l'impression que la recherche est peut-être moins solide ou moins étayée. Et donc, parce que c'est vrai qu'on pourrait dire, Négawatt, c'est une ONG, donc ils vont arriver aux fins qui sont les leurs. L'ADEME, c'est une agence quand même de l'État, donc c'était intéressant qu'elle puisse dire oui, on peut faire sans nucléaire. Mais je trouve que là, ça apporte de la solidité encore plus, ça consolide encore plus ces hypothèses, notamment parce qu'ils ont aussi beaucoup travaillé la question des coûts. Parce que c'était un des arguments qui était opposé en fait au 100% ENR, que les coûts, notamment en termes de stockage, ne soient pas tenables en fait.
Oui, en fait, ils ont publié ça dans une revue qui est adossée à à l'Association internationale des économistes de l'énergie. Donc, c'est l'association qui fait référence sur les questions d'économie de l'énergie. Donc, c'est vraiment un truc sérieux où ils ont été relus plusieurs fois par des gens qui connaissent le sujet. Donc, je pense qu'on ne peut pas douter de la qualité du travail fait. Et en plus, donc moi j'ai regardé ce webinaire aussi et ils sont hyper clairs sur les hypothèses qu'ils utilisent. Et en plus, ils permettent aux gens de regarder eux-mêmes les résultats de leur scénario où ils ont fait un petit jouer avec. voilà, ils ont fait un petit outil où on peut aller jouer avec, et changer les prix et tout ça, qui est plutôt bien fait et où on a tous les graphes qu'on veut assez rapidement. Donc je trouve que le travail est très chouette. Ouais. Et alors tu dis justement c'est un choix politique d'orienter vers telle ou telle trajectoire, tel ou tel scénario. Moi en fait à force tu vois de m'être documenté à partir de la lecture du livre, j'ai commencé à me dire est-ce que en fait finalement il n'y a pas une espèce de fuite en avant dans la politique nucléaire française qui est de dire voilà, on a mis un peu tous nos œufs dans le même panier en gros à partir du moment où De Gaulle a créé le CEA en 45 ou pas longtemps après, qu'on a décidé que c'était en gros qu'on est passé d'une grande puissance coloniale à une grande puissance nucléaire et que là dans ce nouveau cycle autour des EPR les coûts sont faramineux, faut renflouer les caisses, etc. Et puis finalement, j'ai l'impression qu'on se dit, bah, on peut plus reculer, quoi, parce que si on reculait, ça serait trahir, je sais pas, l'histoire de la France ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'irrationnel, en fait. Alors, juste pour repréciser, De Gaulle, c'est plutôt le côté nucléaire militaire et pour rendre hommage à Giscard qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, c'est en fait le plan Messmer-Giscard de 74 qui lance le programme nucléaire suite, entre autres, à la crise du pétrole de 73. On se dit qu'on a un problème d'autonomie énergétique et donc on se lance dans le nucléaire en sachant que ça aide que l'uranium soit produit un petit peu en France et beaucoup dans nos anciennes colonies africaines. Ça, ouais. C'est pas mal pratique en termes de défense de l'autonomie énergétique, que ce soit chez nous ou dans des endroits qui sont plus chez nous, mais avec lesquels on a de forts liens en politique. En fait, sur les 10 dernières années, c'est assez compliqué ce qui se passe en termes politiques parce que donc Hollande est arrivé au pouvoir avec la promesse de sortir du nucléaire parce qu'il était obligé de dealer ça pour avoir un programme de gouvernement avec les écolos. Donc on a fait cette loi sur la transition énergétique qui a acté le fait de passer à 50% de nucléaire en 2025. Et puis en fait, il ne s'est rien passé. C'est-à-dire qu'on n'a fermé aucun réacteur et on n'a planifié aucune fermeture de réacteur. Et donc là, on est à un moment où nos centrales vont avoir 40 ans entre l'année dernière et 2030. 40 ans qui était leur durée initiale de vie quand on les a mises en marche. Et on est obligé de faire quelque chose. Et donc là, effectivement, l'idée, c'est de dire, on continue, on fait du nouveau nucléaire parce qu'on a toujours fait du nucléaire. C'est tellement génial. Continuons, on a toujours fait comme ça, quoi. Et alors que je pense que ce serait totalement l'occasion aujourd'hui de se dire, justement, nos centrales arrivent en fin de vie. On va devoir renouveler notre parc. En fait, on va devoir renouveler notre mix électrique. Ouais. Et donc, c'est le moment de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Et voilà. Et cette question, c'est une vraie question parce que Macron hier il dit, donc tu as rappelé, il a évoqué des études qui vont être lancées parce qu'il veut que des décisions soient prises avant la fin du quinquennat et il dit nous pourrons choisir en parfaite transparence. Mais ce nous, c'est qui? Parce que aujourd'hui, enfin depuis l'histoire nucléaire française, le nous,
c'était des décisions qui étaient prises à l'Élysée, jamais ou jamais très loin de l'Élysée en tout cas. Il n'y a pas très longtemps, il y avait un débat, enfin en tout cas une rencontre autour des déchets nucléaires à laquelle participait Chantal Joanneau, qui est la présidente de la Commission nationale du débat public, et elle-même reconnaissait que en 2019 il y a eu un débat public sur le nucléaire, mais que en gros, on fait quasiment tout pour que ça ne mobilise pas l'intérêt du public, que les questions ne soient pas intelligibles. Donc, et donc voilà, ce nous, ça va être qui encore Alors, dans l'idéal, le nous, ce serait un grand débat sur l'énergie organisé par la Commission nationale sur le débat public, qui est, je trouve, un très bel outil sur plein de sujets. Mais effectivement, par exemple, ce qui s'est passé sur le débat sur la gestion des déchets, en fait, on a juste, déjà une partie des associations antinucléaires ont totalement boycotté le débat. Effectivement, il y avait très peu de gens dans les réunions, on n'avait pas tellement les infos, c'était des choses très spécialisées où il faut savoir que ça existe pour pouvoir se renseigner dessus. Et après, peut-être on pourrait s'inspirer de quelque chose qui a eu lieu comme le grand débat qu'on a fait au moment des Gilets jaunes, où il y a eu quand même pour le coup beaucoup plus de gens qui se sont intéressés au sujet et qui sont allés débattre sur plein de sujets, et n'importe qui pouvait organiser un débat. Donc peut-être qu'un format de ce genre-là pourrait être hyper intéressant. Après, effectivement, pour l'instant, j'ai l'impression que la politique énergétique d'Emmanuel Macron, c'est plutôt de le décider soit avec lui-même, soit avec son gouvernement, soit éventuellement avec ses députés. Mais là, pour l'instant, par exemple, il y a en ce moment un grand travail sur la restructuration d'EDF qui s'appelle Hercule. Et pour l'instant, on est en train de dire qu'on veut faire passer ça par ordonnance. C'est-à-dire que, en gros, le Parlement vote un chèque en blanc au gouvernement et puis qui remplit après. Et donc, si on est sur le même type de choses pour le choix de la poursuite ou non du nucléaire, ce sera pas très très démocratique comme choix, mais ça l'avait pas très été non plus en 74. Oui, voilà, c'est ça. En fait, c'est une question qui est aussi posée par la Parisienne libérée dans son livre. Est-ce que nucléaire et démocratie sont compatibles? Alors, il y a quand même quelques exemples. Par exemple, en Autriche, où il y avait eu, juste avant de lancer une centrale, alors je sais plus son nom, il y a eu un référendum. La population, à une très courte majorité, a répondu non, on veut pas de nucléaire. Et puis finalement, aujourd'hui, dans la constitution autrichienne, le non nucléaire est inscrit dans la constitution suite à ces débats publics. Mais je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de ce type-là où on a mis ce sujet vraiment sur la table et de façon large et intelligible pour tous, quoi. Alors en fait, moi j'avais assisté à une présentation d'un papier justement dans une rencontre de l'Association internationale des économistes de l'énergie qui disait que en fait en ce moment la tendance plutôt de décision de faire des nouveaux réacteurs nucléaires, c'est plutôt dans des pays qui sont pas très démocratiques. Et depuis, je n'ai pas retrouvé à la référence de ce truc, donc il faudrait que je la retrouve pour la partager plus largement, mais j'avais été assez intéressée de voir ces conclusions-là, de dire en fait quand on fait du nucléaire, souvent c'est pas très démocratique. Donc j'ai pas tellement d'exemples où les gens ont dit oui, il faut faire du nucléaire. Et même, il me semble qu'aujourd'hui, il y a souvent régulièrement des sondages en France qui sortent en disant que la population française est plutôt opposée au nucléaire. Ça varie, mais ça fait plusieurs dizaines d'années que la population française ne souhaite pas de nucléaire dans son mix électrique. Ouais, et puis elle l'a montré. J'ai vu récemment le film Plogoff, qui revenait sur le combat en Bretagne, dans le Finistère, contre l'installation d'une centrale. C'était au début des années 80. La Parisienne libérée prend aussi l'exemple. Alors c'est dans un autre pays, mais ça reste intéressant, au Pays Basque espagnol, contre la centrale de Les Moïse, qui a été construite mais jamais ouverte. Et
En Allemagne aussi, il y a eu, l'Allemagne a décidé de sortir du nucléaire en 2012, mais il y a eu aussi beaucoup de combats citoyens et finalement, les combats, enfin ce qui aurait pu être de l'ordre du débat démocratique, c'est souvent fait dans la rue en fait, avec énormément de violence. Là aussi, ça pose la question de la démocratie, c'est que le sujet nucléaire est très vite cloisonné par la violence d'État en fait. Oui, tout à fait. Il y avait aussi, il me semble, une manifestation à Malville sur les questions nucléaires, qui notamment qui a connu la mort de Vital Michalon. Donc ça, c'était il y a plusieurs années aussi. Mais effectivement, c'est un vrai sujet. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle le rappel écologie les Verts est contre le nucléaire. On me demande beaucoup, mais pourquoi Mathilde t'es contre le nucléaire alors que t'es ingénieur, c'est pas normal. Et en fait, c'est historique, c'est-à-dire que Europe Écologie, enfin, les Verts à l'époque, c'est créé aussi par le regroupement de personnes qui étaient dans les luttes antinucléaires de l'époque, mais qui sont des luttes à la fois contre le nucléaire civil, mais surtout et d'abord contre le nucléaire militaire. Mmh. Alors justement, le temps passe super vite, il est déjà 37. Il reste plein de trucs à évoquer, mais je voudrais quand même qu'on dise un mot parce que Emmanuel Macron l'a utilisé à plusieurs reprises dans son discours. Là, j'ai noté quelques expressions. Il a parlé de capacité souveraine de production. Il a parlé de pierre angulaire de notre autonomie stratégique. Et moi, ce qui me pose souci là-dedans, c'est qu'en fait, on n'est pas autonome en termes sur l'ensemble de la chaîne nucléaire, puisque tu l'as rappelé, l'uranium, il y en a un tout petit peu qui est produit en France, mais sinon les mines sur lesquelles la France, alors je sais peut-être que l'expression la main mise est un peu trop forte, je sais pas trop, mais elles sont quand même sur le continent africain, dans des pays qui étaient d'anciennes colonies françaises, et ça pose question. Alors je lis en parallèle ce bouquin-là qui s'appelle Uranium africain, une histoire globale. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est que elle montre, c'est une historienne, Gabrielle Hecht, comment en fait on a sorti les mines du fait nucléaire en fait. Ce qui est considéré comme nucléaire, c'est à partir du moment où on enrichit l'uranium, mais toute l'extraction, on l'a sorti de la chose nucléaire pour la banaliser et qui a permis d'avoir des petits accords entre amis, anciens amis de la France-Afrique, etc. Donc, là, je trouve qu'il y a un vrai problème dans le langage. On peut pas parler de capacité souveraine de production de la filière nucléaire. Effectivement, après, les pro-nucléaires répondent souvent que oui, mais en fait, comme l'uranium, c'est extrêmement intense en énergie, on n'a pas besoin de tant d'uranium que ça pour faire fonctionner les centrales, donc bon, ça va. Et puis qu'avec les nouvelles filières, on pourra recycler l'uranium, alors on va être totalement autonome. Je pense que c'est un mythe total. Et effectivement, on a tendance à sortir la question des minerais de façon générale de la question de l'énergie. C'est-à-dire qu'on ne parle jamais de matériaux quand on parle d'énergie. Donc là, on ne parle pas de comment on va chercher l'uranium, mais en fait, on ne parle pas de ce qui se passe dans les mines de cobalt en Afrique, notamment en RDC actuellement. On ne parle pas de la question du lithium sur lequel la Chine a un quasi-monopole. Enfin, on ne parle jamais de ces choses-là, alors qu'en fait, la question de la gestion des minerais, de l'accessibilité des minerais et de l'épuisement de ceux-ci va être absolument cruciale dans les années à venir. Ouais, absolument. Et d'ailleurs, ça me fait penser à ça parce que Macron a également dit, pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets et sur la sûreté, donc il disait c'est l'avenir énergétique, pourvu que l'on progresse sur la gestion des déchets et sur la sûreté. Et il a même utilisé cette expression que je trouve intéressante, il a dit on a besoin encore de recherche sur la fermeture du cycle. Donc, pour toi, qu'est-ce que ça veut dire la fermeture du cycle ? Je crois que c'est pas un vrai terme, la fermeture du cycle, mais effectivement, on parle de cycle de l'uranium et la fermeture du cycle, c'est ce qu'on appelle l'aval. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on fait du matériau usagé une fois qu'on n'en a plus besoin pour produire de l'électricité. Donc, effectivement, les centrales nucléaires produisent des déchets nucléaires. Alors,
j'ai une amie à moi qui dit déjà comment on peut considérer qu'une énergie est écolo à partir du moment où elle produit des déchets. On peut en discuter. Et effectivement, en fait, ça produit des déchets donc qui sont radioactifs, qui ont des intensités variables, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont très radioactifs, c'est-à-dire que si on est à peine exposé à eux, ça nous détruit très vite. Et puis d'autres qui sont un peu moins actifs, mais qui ont des durées de vie qui peuvent être très longues. Quand on dit très longue, c'est plusieurs dizaines de milliers d'années. Donc ça veut dire que tous les gens qui seront ici et sur plusieurs générations seront morts une fois qu'on aura encore des déchets. Donc on a un vrai sujet sur comment on les gère, ces déchets. Il y a plusieurs pistes qui ont été souvent mises en avant, et en ce moment, celle qui fait beaucoup parler d'elle, c'est la question de CIGEO, qui est donc un projet à Bure en Champagne, donc dans la région Grand Est, et qui consiste à mettre les déchets nucléaires dans le sous-sol. C'est ce qu'on appelle le stockage géologique. C'est ça. Ça a été déjà fait dans d'autres pays, notamment en Allemagne, mais en Allemagne, ils l'ont fait sur des sols qui n'étaient pas stables, et donc du coup, ils ont dû retirer les déchets parce qu'ils n'étaient pas stables, et si on a des déchets qui bougent dans le sol, qu'on ne peut plus les retrouver, c'est quand même gênant. Il y a beaucoup de débats sur le sujet, sur est-ce que CIGEO, c'est un bon projet ou pas, est-ce que c'est bien pour gérer les déchets. Moi, la chose qui pose question, notamment sur ces questions-là, c'est la durée de vie. C'est-à-dire que si, quand notre forme d'humanité, on va dire, est éteinte, et que plus tard, on a des archéologues qui retrouvent ça, on va être quand même bien embêtés. Est-ce qu'on a envie de laisser ça à la postérité? Alors, maintenant, ils y sont, ces déchets-là. Mais est-ce qu'on a envie d'en produire encore plus en créant de nouvelles centrales? C'est une question qui doit peser, à mon sens, dans la décision politique. Ouais. Est-ce que d'ailleurs au niveau de LV, il y a une position sur parce que imaginons que dès demain, jeudi 10 décembre, on décide d'arrêter le nucléaire. Voilà, bon, c'est dit. On n'empêche un stock de déchets avec des durées de vie différentes, importantes, qu'il va falloir gérer. Et donc, en gros, donc on est forcé en fait, quelle que soit la position politique, quel que soit son positionnement politique, à gérer ces déchets. Et aujourd'hui, on sait qu'il n'y a aucun site au monde de stockage géologique qui fonctionne. Voilà. Comment on fait Alors, pour l'instant, la position de LV, c'est de les garder en subsurface. C'est-à-dire un petit peu enterrés, mais pas trop, pour qu'on puisse aller les rechercher rapidement. Mais en fait, on n'a pas tant de solutions techniques que ça. Et en fait, mais même le principe de CIGEO, c'est de dire que c'est quelque chose de réversible et que on cherche d'autres solutions éventuellement avant de sceller totalement les endroits où on entrepose les déchets. Il y a des incertitudes là-dessus sur le fait que ce sera vraiment réversible, mais en l'état où en fait on n'a pas de solution miracle pour gérer ces déchets. Ouais. Et c'est vrai que ces débats, ils sont aussi vivants au niveau européen. Là, je lisais parce que je me posais la question, est-ce que l'Europe a une position un peu sur le nucléaire? Alors, j'ai pas vu de réponse tranchée, mais en tout cas, cette année, la Commission européenne, elle a mandaté un groupe d'experts pour déterminer en fait si le nucléaire, on le plaçait parmi les énergies propres ou pas. Et la réponse du groupe d'experts, c'était de dire ni oui ni non, mais en tout cas la vraie question qui était posée, je cite, compte tenu en pointant le problème de la fermeture du cycle et d'économie circulaire, il disait compte tenu de ces limites, il n'a pas été possible au groupe d'experts de conclure que la chaîne de valeur de l'énergie nucléaire ne cause pas de préjudice significatif à d'autres objectifs environnementaux sur les échelles de temps concernées. Le groupe d'experts n'a donc pas recommandé l'inclusion de l'énergie nucléaire dans la taxonomie à ce stade. Donc ça va aussi être un arbitrage hyper politique de savoir où on met le curseur des énergies propres
ça va aussi orienter les financements européens des années à venir. Ça a été effectivement un des grands combats des écologistes européens là en début d'année, de faire en sorte que le nucléaire ne soit pas inclus dans la taxonomie. Et effectivement, il y a eu des grands débats. Et notamment, en fait, et le débat et l'argument principal des pro-nucléaires, des gens qui disent qu'il faut que ce soit dans la taxonomie, c'est que c'est décarboné. Et moi, ce qui me pose problème, c'est que ça veut dire qu'on considère que la transition écologique, de façon générale, ne s'intéresse qu'au carbone. Et effectivement, bien sûr que c'est une priorité de dire qu'il faut diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Là, les objectifs pour la France, c'est de réduire de 80% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2050. Donc, effectivement, c'est une priorité, mais c'est pas la seule chose. Quand on voit que en fait, on consomme de plus en plus rapidement ce que la Terre est capable de produire en un an. Le sujet, c'est pas juste les émissions de gaz à effet de serre, c'est la façon dont on consomme, la façon dont on produit les choses, et donc qu'est-ce qu'on laisse à la planète pour la suite. Et donc effectivement, cette question des déchets est un sujet. Et c'est vrai que maintenant que l'on sait que si on investit largement dans la sobriété énergétique et que les scénarios énergie renouvelable sont possibles, y compris financièrement parlant, finalement on a toutes les cartes en main pour changer de trajectoire. Il y a une question qui est passée, comment on fait pour limiter les lobbies du nucléaire? C'est dans les combats, le débat public, j'imagine que ça doit se jouer. En fait, ce qui se passe aussi, c'est que en fait, les gens qui sont dans ces lobbies-là font aussi partie. On fait les mêmes formations que les gens qui sont aux fonctionnaires, souvent. C'est-à-dire que, par exemple, des gens qui ont fait le corps des mines, et je viens des mines de Paris, donc j'ai rien contre les mines de Paris, mais les gens qui ont fait le corps des mines, effectivement, se retrouvent souvent à la tête d'EDF, d'Areva et dans les ministères. Donc ça veut dire qu'ils se connaissent, qu'ils ont des réseaux d'influence qui sont non négligeables. Donc ça veut dire éventuellement aussi faire rentrer des anti-nucléaires et des gens qui ont vraiment envie de jouer à ça dans les grands corps d'État et des choses comme ça. Et peut-être réformer ces modèles-là aussi, mais c'est aussi parce que les gens se connaissent et se parlent et que c'est plus facile d'appeler Emmanuel Macron quand tu fais partie de sa promo à l'ENA et que tu as bu des bières avec lui que quand tu l'as jamais vu. Ouais. Alors moi j'ai une question très bête et très naïve. Est-ce que les scénarios qu'on a vus présentés par le CRIRED sur le mix énergétique et le mix électrique de demain, est-ce que ces choses-là, ça remonte jusqu'au cabinet ministériel, jusqu'au secrétariat général de l'Élysée ou pas du tout? Alors, je ne sais pas. Parfois. C'est-à-dire que quand on a eu un grand débat sur l'énergie au moment de la réflexion sur l'écriture de la loi pour la transition énergétique et la croissance verte, donc de Ségolène Royal. Et donc là, il a été demandé à beaucoup d'organismes qui produisent des scénarios, donc dont le CRIRED, mais également donc moi le laboratoire dans lequel je travaille, mais aussi le CEA a participé. EDF a participé, Gigawatt a participé, enfin, plein de personnes ont participé à ces scénarios-là, et donc là, comme ça avait été demandé, on les a reçus. Après, c'est vrai que nous, je sais que dans mon labo, on connaît les gens du ministère, certaines thèses sont faites en partie en contact avec eux, donc je suppose qu'ils ont les infos, mais c'est peut-être une petite partie du ministère de la Transition énergétique qui bosse sur la question de la prospective, qui a accès à ça. Est-ce que derrière, ça a une influence sur les prises de décision et les arbitrages qui sont faits en Conseil de ministres? Ça, je ne suis pas suffisamment à l'intérieur des choses pour le savoir. Ouais. Il nous reste moins de 10 minutes, donc il faut absolument que l'on parle de cette question de sûreté nucléaire, parce que Macron l'a dit, il faut progresser sur la sûreté nucléaire. C'est déjà bien qu'ils le disent, parce que à l'occasion de Fukushima, la Parisienne libérée le mentionne dans son livre, Anne Lauvergeon, sur les plateaux télé, elle disait mais si au Japon il y avait eu des EPR, il n'y aurait pas eu la moindre fuite. Et donc, d'ailleurs, le livre aussi explique très bien
moi j'ai découvert l'exclusion de, je sais plus comment ça s'appelle l'expression pour dire, il y a certaines parties de construction des réacteurs qui étaient considérées comme impossibles à avoir un accident, donc c'était exclu de la réflexion sur qu'est-ce qu'on fait s'il y a un problème. Et quand on voit ce qui a pu se passer, que ce soit Tchernobyl, Fukushima, Three Mile Island et d'autres choses, pourquoi en fait le risque est-il considéré comme si bas qu'on peut continuer à investir dans cette filière? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a effectivement le fait que les calculs de risque sont faits pas forcément de façon parfaite. Par exemple, moi j'ai le souvenir d'un prof de maths qui nous avait expliqué que les ingénieurs à Fukushima avaient prévu le risque de tsunami, mais que quand ils avaient fait leur modélisation, ils avaient identifié qu'on ne pouvait pas avoir une vague de plus de 5 mètres, et donc ils avaient fait peut-être un mur de 7. Et puis en fait, quand le tsunami s'est passé, il a été de 11 mètres, donc il était au-dessus du mur. Et donc là, ça veut dire que les modélisations mathématiques n'ont pas été suffisantes. Et que malgré le pourcentage d'incertitude, on s'est planté. Donc ça peut être des choses comme ça qui arrivent. Et puis l'autre chose et l'autre question, c'est au-delà de est-ce que nos calculs de probabilité de risque sont bons ou pas, je pense que ça se joue à pas beaucoup de marge. C'est-à-dire que ça reste des événements qui sont peu probables. Peut-être qu'ils sont sous-estimés quand on les donne publiquement, mais ça reste des choses qui sont assez peu probables. Par contre, l'autre question, c'est et qui est également un choix politique, c'est de dire est-ce que, en tant que responsable politique, j'ai envie de prendre le risque que, aussi faible soit-il, que d'exposer mes populations et les personnes dont j'ai la responsabilité à un tel risque. Et les écologistes, depuis toujours, répondent non. C'est-à-dire que nous, on est pour les principes de précaution et on se dit que ces risques-là, et on voit que c'est grave quand même. On n'a pas de bilan chiffré exact de Tchernobyl, mais c'est quand même beaucoup de morts et beaucoup de conséquences sur le long terme sur les populations, avec beaucoup de cancers, de malformations à la naissance, mais sur les humains et sur les animaux aussi, quoi. Donc ça a vraiment des conséquences importantes. Et donc la question, c'est est-ce qu'on a envie de faire prendre ce risque-là? Mais ça c'est sur le nucléaire, mais en fait c'est la base de la gestion du risque en fait. On qualifie toujours le risque par la probabilité d'un événement et sa gravité. Certains disent que en fait à partir du moment où c'est très peu probable, c'est pas grave de prendre le risque même s'il est très élevé, si les conséquences vont être très élevées. Et d'autres gens disent non, en fait moi mon critère d'acceptabilité du risque c'est en fait si c'est vraiment les conséquences seront trop importantes, je veux pas faire prendre ce risque-là. Mais pareil, c'est une question de où on met le curseur dans ce qu'on appelle la matrice de risque. Ouais, et puis alors, où on met le curseur dans la matrice et à qui on pose la question aussi, parce que on réduit le cercle justement de ceux qui à qui on autorise de répondre à cette question et que ce sont ces mêmes personnes qui se connaissent de promo, etc. Ou si on demande à tous les habitants, à toutes les personnes qui habitent dans un rayon de 50 kilomètres autour des 18 centrales nucléaires françaises, ou à toute la population, les réponses seront pas les mêmes. Et moi, ce que je trouve aussi assez dingue, c'est que la notion du risque, en fait, elle est très circonstancielle. Dans le livre, La Parisienne libérée montre que, en fait, avant Fukushima, avant la catastrophe, le seuil admissible d'exposition à des radiations était de, je sais pas, sur une échelle de 1 à 10, c'était de 1 par exemple, et que après l'accident, pour que la vie puisse reprendre, on a augmenté les seuils d'exposition. Donc on considère que finalement, en gros, elle dit dans le livre, un petit enfant japonais de la région de Fukushima peut on considère désormais qu'il peut être autant exposé que quelqu'un qu'un adulte qui travaille au quotidien au cœur d'une centrale nucléaire. Donc la notion de risque, elle est aussi très politique dans ce sens-là. Oui, tout à fait.
Et c'est, enfin, ouais, il y a beaucoup de questions et besoin de débat public sur cette question-là. Et tant qu'on n'arrivera pas à l'ouvrir, alors moi, alors j'essaye d'être optimiste. J'espère que les études demandées par le président feront l'objet d'une large concertation. Il a dit nous pourrons choisir en parfaite transparence. Donc j'espère que le cercle de cette transparence sera large, sera à l'échelle du territoire. Que la transparence sera surtout synonyme de vrai débat et pas juste de dire ah, regardez, on a de la transparence, on sait faire, mais en fait, on va quand même faire du nucléaire parce qu'on aime bien ça. Ouais, bah oui, oui. Et je précise quand même, dans les tout derniers mots de Macron hier soir, je l'ai noté parce que ça m'a interpellé. Je sais pas, en 2 phrases, il a dit y croire, nous y croyons. Et il y a quelque chose de cet ordre dans le nucléaire, c'est de l'ordre de la croyance en fait, de la croyance dans cette dans la solution que ça apporte. Quand on lit ce bouquin là qui revient un peu sur l'histoire à la fois militaire, on se rend compte que c'est très porté par une croyance, alors que là on a des savoirs qui nous montrent qu'on peut faire autrement. Il y a la croyance et la connaissance. Ouais, il y a je crois qu'il y a quand même une longue histoire par rapport à ça sur le nucléaire. Je regardais, j'ai vu le film Radioactive de Marjane Satrapi sur la vie de Marie Curie, qui est pas le meilleur des films, mais qui retrace un petit peu la vie de Marie Curie. Et notamment où il y a ce moment où il montre tous les objets qu'on a fait au radium au moment où il a été découvert. On faisait des dentifrices au radium pour pouvoir que les dents brillent dans la nuit, enfin, des choses comme ça. Et après, on a découvert qu'il y avait des petits problèmes de cancer suite à ça. Et donc, ils ont un petit peu arrêté avec cet enthousiasme pour mettre du radium partout. Mais je pense qu'il y a quand même ce truc-là c'est un savoir français, c'est la grandeur de la France. C'est grâce à ça que la France est puissante et tout ça. Et je pense que c'est un truc à questionner aussi, de dire mais pourquoi on croit autant à un truc aussi technique. Ouais, c'est ça. C'est bien que tu le dises parce que là il nous reste pas beaucoup de temps, mais est-ce qu'on n'a pas besoin de changer de regard, que la grandeur de la France ça puisse être, je sais pas, les solidarités, ce qui se passe dans les territoires, plutôt que de savoir si on a un nouveau porte-avions à propulsion nucléaire, si on est capable de faire exploser des bombes, de construire des EPR qui valent 30 milliards chacun. Eh ben si. En fait, je pense que c'est quand même une conception très virile, on va dire, de la politique, je suis l'homme blanc qui a la plus grande centrale nucléaire, et ben voilà, le plus grand porte-avions, enfin voilà, après on dira que c'est pas la taille qui compte, mais et peut-être qu'on a besoin d'un changement de regard, d'un changement de perspective, et peut-être que du coup on pourrait imaginer élire quelqu'un d'autre qu'un homme blanc, hétérosexuel, cisgenre, valide, comme à la prochaine élection présidentielle par exemple. Pourquoi pas? Bah voilà un bon mot de la fin. Alors il y a une question qui est apparue, mais je la garde pour le prochain live. J'ai juste le temps de le rappeler. Donc on continuera à parler de tous ces sujets-là avec Christine Fasser, donc socio-anthropologue et spécialiste des questions de risque. Tu pourras venir, Mathilde, poser des questions et pour poursuivre toute cette discussion. Merci beaucoup à toi de t'être rendue. Merci pour l'invitation, c'est un plaisir d'échanger. Merci beaucoup et puis à très vite pour continuer voilà, sur le nucléaire et puis d'autres lectures partagées, etc. Abonnez-vous à Une boussole pour les temps qui courent et tout.